Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal, les titres de l'actualité. Les populations de Kissidougou accueillent le Premier ministre et sa délégation. Il a été question pour lui de visiter les chantiers ouverts dans la localité en compagnie des autorités préfectorales et régionales. La lutte contre les maladies invalidantes se poursuit à l'intérieur du pays. À Cancan, ce rendez-vous régional a mobilisé toutes les composantes liées à la prévention et à la prise en charge des malades. Dans ce journal, nous nous intéressons à l'élection des membres du bureau exécutif de l'Union nationale des sculpteurs et antiquaires de Guinée. La nouvelle feuille de route consiste à préparer la relève en attirant de nouveaux talents. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Le Premier ministre a bouclé sa série de visites à Farana. Durant son séjour, Dr Bernard Goumou a fait le tour de tous les chantiers ouverts d'histoire. L'objectif est de s'assurer de la bonne exécution des travaux. Ousmane Bangora. La délégation du Premier ministre poursuit son séjour de visite des chantiers ouverts dans la ville du premier président de la Guinée indépendante. Dr Bernard Goumou et sa suite ont visité les chantiers d'extension de l'hôpital préfectoral de Farana. Ce chantier en souffrance depuis août 2022 pour faute de financement. Ce passage du Premier ministre Dr Bernard Goumou dans les installations est une lueur d'espoir pour le personnel soignant. Le chantier a démarré depuis le 28 5e mois 2019, mais selon l'entreprise que le financement fait défaut. Mais si on voit le Premier ministre ici, on est très content. On pense que les travaux vont être débloqués. Cet autre bâtiment inachevé est l'hôtel des finances publiques de Farana. Depuis le lancement des travaux, le 25 mars 2022 dernier, ce chantier est toujours loin d'être opérationnel. Sur ce site de 12 hectares, déjà, l'État prévoit la construction de 2 grandes écoles, une école des douanes et des impôts. Nous demandons auprès des autorités nationales, Monsieur le Premier ministre, de nous aider à renforcer pour tout attachement, il faut que le service technique soit présent. De là, le cortège du Premier ministre s'ébranle vers Tindon. Là également, Dr Bernard Goumou visite le centre de formation agro-pastorale, bâti sur une superficie de 436 hectares, dont 30 hectares de plaine. C'est un centre de formation agro-pastorale qui a 3 blocs. Il y a le bloc des cadres, il y a le bloc administratif qui est en haut et il y a le bloc des techniciens supérieurs et qui a une capacité de 436 hectares de domaines réservés pour l'État. Et dans ça, il y a 30 hectares de plaines entourées par les digues de protection. Ce centre est le fruit de la coopération Guinée-États-Unis. Depuis sa création en 1982, plusieurs projets d'intérêt national ont été réalisés, notamment la relance de l'agriculture et les forages à travers toute la région. Je vous le disais, le Premier ministre Dr Bernard Goumou est à Kissidougou. Les populations sont sorties massivement pour accueillir la délégation du chef du gouvernement. À l'instar des autres préfectures de la région, il a visité les chantiers ouverts en compagnie des autorités préfectorales et régionales. Adi Kamara, compte rendu. Kissidougou réserve un accueil somptueux au Premier ministre chef du gouvernement et la délégation qui l'accompagne. Mobilisation qui tient de l'adhésion de la population de Kissidougou aux idées de changement, de paix et de progrès prônés par le CNRD depuis le 5 septembre 2021 sous le leadership du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. La délégation est conduite au vestibule des sages, ici à Dunoukono 1. Les sages, tour à tour, reviennent sur l'engagement et le dévouement du gouvernement Goumou à promouvoir la stabilité et la paix, facteur de régulation des rapports sociaux. De là, Dr Bernard Goumou est venu visiter les travaux de construction du palais de justice de Kissidougou dans le quartier Madina 1. Nous avons aussi 6 salles d'audience au niveau du rez-de-chaussée. À l'étage, nous avons 20 bureaux et ses toilettes, un hall et aussi 2 salles pour les archives et une très grande salle pour l'audience solennelle. Voici d'autres travaux de construction de la route reliant Madina à Kouroutou. Ce pont constitue
un véritable calvaire pour les usagers du tronçon. Nous avons commencé les travaux en mois d'août parce qu'on nous a remis l'OS 3 mois avant l'avance de démarrage. Donc ça nous a beaucoup fatigués. Donc c'est pendant la saison pluvieuse, on nous a remis l'avance de démarrage. Donc quand nous sommes arrivés ici, il y avait trop de pluie. Mais ne serait-ce qu'on a essayé de prendre une machine, faire le dégagement et essayer de faire des petits trucs. Après la pluie venait, les TP nous ont dit d'arrêter. Mois de septembre, nous sommes revenus. Donc on a repris, là nous sommes maintenant, vous voyez des piliers et des piles qui sont là. Nous sommes à l'église Saint-Louis de Kissidougou, où les travaux de construction traînent depuis 3 ans, selon les délais contractuels. L'État a financé, mais à chaque fois, il nous dit d'attendre. Les carreaux, il faut commander en Chine. C'est ce qui nous bloquait. Nous sommes découragés. Mais avec l'arrivée du Premier ministre, nous sommes tellement contents. Dr Bernard Goumou visite également les travaux de rénovation et d'aménagement de l'hôpital préfectoral de Kissidougou. Financés par Expertise France, les travaux ont démarré le 28 février 2022. Nous avons l'extension ici, l'hospitalisation. Et ici, à ma droite, vous avez la consultation. Et de l'autre côté, vous avez le plateau technique avec le bloc opératoire. Et là-bas, là, en face de nous, là-bas, il y a la maintenance et le garage. En résumé, c'est les ouvrages que nous avons dans le contrat. Nous remercions le Premier ministre par rapport à ses visites. Alors, sa présence aujourd'hui nous implique encore de plus dans la gestion et ça nous implique beaucoup encore de plus dans le suivi. Surtout qu'il nous a mandaté qu'on peut faire le suivi de proximité et les entreprises sont obligées de se présenter au préfet, au maire et au gouverneur pour qu'il y ait un suivi rapproché. Cette mission vraiment nous va droit au cœur parce que ça va accélérer le processus de réalisation des infrastructures que l'État a mis à notre disposition. En initiant cette série de visites, Dr Bernard Goumou, Premier ministre chef du gouvernement, veut désormais, sous le leadership du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, donner un sens réel au contrôle et suivi des chantiers pour illuminer notre marche vers la Guinée de notre rêve. Le ministre des Affaires étrangères reçu par le président Obiangema Bassogo, le président de la Guinée équatoriale, a exprimé au chef de la diplomatie guinéenne son soutien à la Guinée. Dr Morissanda Kouyaté a quant à lui présenté la vision du CNRD dans la conduite de la transition. Je vous propose cet extrait. Le président m'a dit qu'il suit avec beaucoup d'attention les changements qui sont intervenus en Guinée et qui sont en train d'être faits en Guinée et qu'il se retrouve dans le fait que le président Doumbouya est en train de faire exactement ce qu'il a fait lui aussi pour son peuple. Rendre au peuple ses richesses, développer le pays avec ses richesses. Et donc, il m'a rassuré de soutien total et de lui-même et de son gouvernement et aussi d'être à nos côtés dans les instances internationales et africaines, notamment l'Union africaine, pour que la Guinée continue de jouer son rôle d'antan. Et j'ai été très ravi d'avoir cette audience au nom du chef de l'État et le président m'a demandé de transmettre au colonel Doumbouya, son frère, le président de la transition de la Guinée, son acceptation de l'inviter en Guinée équatoriale, très bientôt, officiellement. Nous venons de recevoir l'ambassadeur de Guinée équatoriale qui a présenté déjà ses lettres figurées, les copies figurées, et le président est prêt à recevoir notre ambassadeur aussi, et il y a une idée lumineuse qui a germé. Il a dit il a toujours pensé que les Guinées pouvaient se réunir pour former une force.
Hier, dans l'après-midi, le ministre des Affaires étrangères a rencontré une délégation de la communauté guinéenne vivant en Éthiopie et dans les 6 autres pays relevant de sa juridiction. Il était question de présenter la feuille de route du CNRD du gouvernement guinéen. Les détails dans ce compte-rendu de Mamadou Alpha Baldé. Des échanges directs entre le chef de la diplomatie guinéenne et ses compatriotes à Addis Abeba. Le ministre a commencé par décliner la mission de son département qui prend en compte la situation des Guinéens établis à l'étranger. Les compatriotes se réjouissent des progrès réalisés dans le pays sous le CNRD et comptent accompagner les efforts du président de la transition. Nous disons aussi merci à Monsieur le Président. Tout ce qu'on voit sur l'Internet, on voit que ce n'est pas la réalité, mais sur le terrain, parce que moi-même je viens de la Guinée-Conakry comme ça, pas très longtemps, le pays ça avance. L'unité de tous les Guinéens, de quelque bord que ce soit, il a voulu faire passer ce message pour que les Guinéens puissent s'entendre, pour que les Guinéens puissent conjuguer les mêmes verbes. L'un des points qui préoccupe les compatriotes est la question des passeports. Une question qui revient souvent et à laquelle le ministre des Affaires étrangères apporte des précisions. Dès que je rentre, la première des choses, c'est de vous envoyer une machine ici. On en a déjà en Côte d'Ivoire, on en a au Sénégal, on en a au Ghana. Donc ici aussi, on va envoyer. Dès que je rentre, ça sera le premier boulot pour qu'on envoie cette machine ici. Maintenant, imprimer le passeport dans l'ambassade des Sols, ça c'est un peu à moyen terme. À moyen terme, parce que ça demande beaucoup d'autres choses. Mais s'enrôler et puis recevoir son passeport, peut-être dans les 20 jours, un mois maximum, ça on va le faire. L'Éthiopie, considérée comme un modèle sur le continent, est un pays qui a su mettre en valeur ses différences culturelles et compter sur son unité pour réaliser des acquis. Une image que Dr Mourisanda Kouyaté a présentée aux compatriotes pour les inviter à renforcer la cohésion sociale. Je traduirai la volonté du président. Parce que il me parle, je l'écoute. Il me parle et je l'écoute. Il m'a dit que les Guinéens de l'extérieur, sur le ministre, doivent être pris au sérieux et en priorité. C'est ça que le colonel Mamadi Doumbouya m'a dit face à face. Ton rôle, c'est comment mettre nos frères et nos sœurs à l'extérieur, comment les mettre dans des conditions qu'ils se sentent guinéens. C'est ça qu'il m'a dit. Le ministre a ensuite répondu à quelques questions sur l'actualité nationale et les réformes engagées en Guinée pour sortir de la transition et revenir à l'ordre constitutionnel. À Matoto, le contenu du rapport synthèse issu des assises nationales est largement expliqué aux populations. La rencontre a mobilisé toutes les couches socio-professionnelles de la municipalité. Le développement avec Moussa Bangora. Les membres du comité des assises nationales sont à Matoto. Ici, à la mairie, conseillers communaux, leaders religieux, acteurs de la société civile et chefs de quartier prennent part à ce cadre de concertation. C'est pour expliquer aux citoyens le contenu du rapport synthèse des assises nationales tenu du 22 mars au 29 avril passé. Pour chaque recommandation, il y a 3 propositions de mise en œuvre qui seront faites et ce sont en fait ces différentes propositions aussi qui seront condensées dans un rapport. Ce rapport aussi sera remonté au niveau de la cellule nationale qui va aussi compiler ces différentes propositions qui pourront aider à continuer le processus. 45 recommandations sont notées dans ce rapport, en synergie d'action avec les entités socio-professionnelles de Matoto et les délégués du comité des assises vont débattre de ces différents points afin de trouver des solutions concrètes pour la mise en œuvre de ces recommandations. La population a été mieux édifiée et surtout tous les acteurs. Nous sommes des Guinéens, c'est à nous de se dire les vérités, c'est à nous de se pardonner. Le moment est venu pour nous qu'on se pardonne, qu'on se regarde en face et qu'on puisse dire la vérité. C'est ce qu'on a demandé à tout Guinéen. Ensemble pour l'unité nationale et la réconciliation. Avec ce slogan, le comité des assises nationales compte aller plus loin, en plus de ces échanges dans les communes, pour que les Guinéens puissent se pardonner et booster à l'unisson le développement de la nation.
Dans un autre registre, signature ce vendredi d'un protocole d'accord entre la Confédération générale des entreprises de Guinée et les centrales syndicales pour la mise en place d'une plateforme dénommée CIPC. Elle permettra de favoriser le dialogue entre employeurs et employés. Mangafodé Touré, Eugène Dounemou. Le mouvement syndical guinéen et la Confédération générale des entreprises de Guinée, CGGI, ont désormais une plateforme commune de concertation pour garantir la stabilité sociale dans le milieu du travail. Cette signature du protocole d'accord matérialise la mise en place de la Commission indépendante permanente de concertation, CIPC. Elle symbolise l'unité d'action des centrales syndicales et l'unicité du patronat guinéen en vue de la cohésion sociale. On est aujourd'hui unis. Ceux qui étaient divisés hier, à l'instar du patronat guinéen, sont totalement unis. Donc nous allons vers la paix. La Commission indépendante permanente de concertation est une plateforme d'échange avec des règles les plus souples qui font appel à la compréhension mutuelle. Elle définit la complémentarité entre nos actions bipartites afin de prévenir les crises sociales dans le milieu du travail. Dans le processus de recherche des solutions aux éventuels conflits d'intérêts entre les employeurs et les travailleurs, la Commission indépendante permanente de concertation se fixe plusieurs objectifs, notamment promouvoir le dialogue social sectoriel à travers notamment la mise en place de conventions de branche. Promouvoir la productivité, la compétitivité et la continuité d'activité de l'entreprise. Désormais, le patronat est unifié, le syndicat est unifié, le moment est propice pour nous d'entamer les discussions pour arriver à un pacte de stabilité sociale. La mise en place de la Commission indépendante permanente de concertation est un autre pas franchi pour garantir la stabilité sociale et promouvoir l'amélioration des conditions de vie des travailleurs en Guinée. À Matam, une rencontre se tient sur les enjeux liés au recensement général de la population et de l'habitation. C'est une initiative du Centre d'alphabétisation et d'instruction citoyenne pour le développement. Les étapes liées au recensement, notamment le chronogramme et le budget, ont été largement expliqués aux populations. Falilou Diallo, Alkali Kobele Keïta. C'est une étape clé dans le chronogramme de la transition. Le recensement général de la population et de l'habitation en Guinée interpelle toutes les couches sociales. C'est ainsi que le Centre d'alphabétisation et d'instruction citoyenne pour le développement compte également apporter son expertise pour amener les citoyens à adhérer à cette opération. Quiconque veut le retour à l'ordre constitutionnel, c'est d'aider la transition, c'est d'accompagner la transition, c'est faire en sorte que les 10 points inscrits au chronogramme par les nouvelles autorités soient exécutés dans l'intérêt général de tous les Guinéens. La commune de Matam constitue la première étape de cette campagne de vulgarisation des avantages liés à cette initiative des autorités de la transition, d'où l'implication des paroliers spécialistes des statistiques en Guinée. On ne fait pas le recensement là pour le gouvernement de la transition. Ce recensement vient en faveur de nous-mêmes. L'impact ici est énorme parce que ça permet à notre pays d'avoir des données fiables, d'actualiser ces bases de données, des données fiables pour la programmation, la planification des projets et programmes de développement. Cette nouvelle campagne pourrait réactualiser les chiffres liés à la population et à l'habitation dans notre pays. Et puis la tournée du chef d'état-major général des armées se poursuit à l'intérieur du pays, précisément à Koubia. Au cours de cette mission, le général Sadiba Koulibaly a véhiculé les messages du chef de l'État avant de visiter les chantiers des nouveaux bâtiments de la compagnie. Capitaine Fodé Aboubakar Bangora, correspondant de la presse militaire. Après les étapes de la préfecture de Dalaba, du district de Niafou, dans la préfecture de Mali, nous voici à la compagnie d'infanterie de Koubia, une unité en plein chantier. Sur cet espace de 6 hectares, plusieurs bâtiments en construction au profit de cette compagnie. Ce nouveau camp vient allonger la liste des chantiers ouverts par la transition. L'armée guinéenne n'est plus n'importe quelle armée maintenant. Il y a un de nos grands anciens, paix à son âme, le général Bailo, qui aimait dire que l'armée guinéenne n'est pas une armée de circonstances. Cette phrase a tout son pesant d'or. Quand on connaît les conditions dans lesquelles cette armée est née,
Quand on connaît son itinéraire, malgré les vicissitudes de l'histoire, les obstacles qu'elle a survécus, pour maintenir la Guinée intacte, nous méritons une image, une certaine image. Or, la marque la plus palpable de ça, c'est la tenue. À la compagnie d'infanterie de Tougué, le général Sadiba Koulibaly a mis un accent particulier sur la formation continue de la troupe. Avant, on ne se formait que quand quelqu'un veut aller à Kidal. Dès qu'il revient, ou bien il veut aller faire le CAT1 ou bien le CAT2, les documents sont fermés, il s'en fout. Ceux qui ont déjà fini ces stages, et ils considèrent qu'ils n'ont rien à faire maintenant. C'est une grave erreur. La vie militaire rime avec la formation. C'est une remise en cause permanente, sans quoi on n'a pas de capacité opérationnelle. Ce n'est pas le volume d'une armée qui fait sa valeur, mais c'est sa capacité opérationnelle. Le vaste programme de construction et de rénovation des casernes du pays, initié par les autorités de la transition, est suivi à la loupe par la hiérarchie militaire. Les comités de suivi mis en place veillent sur les clauses contractuelles sur l'ensemble des chantiers. Volet justice, ouverture à bouquet des audiences criminelles. 10 cas sont en cours d'examination par le tribunal. Ce jugement se tient alors que la politique pénale du gouvernement exige le jugement en temps réel de toutes les affaires liées au meurtre, trafic de drogue, viol sur mineurs et autres. Kerno Younoussaba nous fait le point. La lutte contre les détentions prolongées est l'une des recommandations du garde des Sceaux. Le tribunal de Bouquet s'inscrit dans la dynamique avec l'ouverture jeudi des audiences criminelles. Cette fois, les cas de viol occupent l'essentiel du rôle d'audience. En plus des viols, le ministère public va poursuivre des auteurs présumés de meurtres et autres crimes commis dans le ressort de Bouquet ces derniers temps. Nous avons 10 dossiers criminels et c'est dans le cadre de la mise en œuvre de la politique pénale du gouvernement prônée par le ministre Alphonse Charles Wright que nous avons dit qu'à notre niveau, il faut que les détentions prolongées puissent cesser et que tous les criminels, tous ceux qui s'hasardent à commettre des infractions, notamment de viol et autres infractions graves, rien ne sera toléré et tout sera mis en œuvre pour que ces personnes-là puissent répondre devant la loi. Alors que le gouvernement fait de la lutte contre l'impunité une priorité, à Bouquet, l'ouverture des débats sur ces différentes affaires est bien perçue. Ici, les citoyens sont rassurés quant à la volonté de la justice à lutter contre la montée de la criminalité. Vraiment bien réconfortés surtout parce qu'ils ne lésinent aucun d'entre eux, les accusés, les plaignants, aucun d'entre eux n'est lésiné dans ses droits. Donc ça m'a réconforté, j'ai confiance, à partir de maintenant là encore, je redonne confiance à la loi. Le jugement de ces différentes affaires permet de réhabiliter les victimes, mais aussi de fixer chaque accusé sur son sort. Deuxième grand titre de cette édition, dans le pays profond, la lutte contre les maladies invalidantes se poursuit à Cancan. Ce rendez-vous régional a mobilisé toutes les composantes liées à la prévention et à la prise en charge des malades. Djamon Kaba. En Guinée, certains ménages souffrent en silence. Le quotidien marqué par la précarité et des personnes affectées par des maladies invalidantes. Elles sont nombreuses et très méconnues par les citoyens. Difficile d'en parler et de les exposer. Les conséquences touchent le gouvernement. Les enfants, c'est par rapport à la poliomyélite. Il faudrait que les parents acceptent à vacciner leurs enfants pour éviter la poliomyélite. Les personnes âgées, c'est par rapport aux aliments que nous mangeons pour éviter l'AVC. Maintenant, les jeunes, c'est par rapport aux accidents. Il faudrait que les jeunes soient prudents sur la route pour éviter vraiment les accidents, pour éviter aux gens d'être handicapés. Au sein de l'action publique, la lutte continue pour sauver des vies. À Cancan, un rendez-vous régional est initié pour briser le tabou. Comment prévenir ces maladies? C'est ce que nous sommes venus expliquer aux populations. Si je prends l'exemple de la poliomyélite, une femme enceinte qui fait normalement ses examens jusqu'à l'accouchement peut éviter par exemple que l'enfant soit atteint de la poliomyélite. Toutes les confessions qui sont là, toutes les couches sociales, les religieux, les jeunes, les femmes, les cadres, les leaders, vraiment tout le monde étant au même niveau d'information désormais, nous saurons comment peut-on éviter ces maladies invalidantes. La journée d'information sur les maladies invalidantes et leur prise en charge est une étape essentielle pour le bien-être des populations. Pour un changement de mentalité, le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables développe ce projet avec le Centre national d'orthopédie
Une synergie d'action sur la voie d'une intégration sociale des personnes handicapées. À Kindi, à l'approche une seule santé en matière de surveillance et de riposte des maladies zoniques en Guinée était en débat cette semaine. Il était question de valider le manuel de surveillance. La rencontre a mobilisé l'ensemble des parties prenantes. Yaya Silla. 2 jours ont permis à ces cadres des parties prenantes des ministères de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage et celui de la Santé de valider ce manuel de surveillance des maladies de la faune sauvage dans l'approche Une seule santé. L'objectif de la rencontre était de contribuer au renforcement de la surveillance des maladies zoonotiques à l'interface homme-animal-environnement, surtout établir une feuille de route pour son opérationnalisation. La FAO, par ma voix, est heureuse d'avoir contribué à l'élaboration de cet outil et à l'organisation du premier atelier de validation, qui conduira également à l'établissement d'une feuille de route pour son opérationnalisation. Cet atelier, financé par la Banque mondiale et l'USAID et exécuté par la FAO, fait suite à une autre rencontre d'élaboration du manuel de surveillance des maladies de la faune sauvage. C'est une première en Guinée et c'est un document qui va permettre sans nul doute de cadrer les différentes orientations des conservateurs de la nature, des agents de la santé et des agents du ministère de l'élevage. Pendant la maladie, le coronavirus, à la préfecture de Boké, la maladie a perturbé beaucoup de nos activités parce que le mouvement du personnel était limité. Et si je parle du personnel, c'est-à-dire c'est les parties prenantes, on a des marchés à bétail, donc le mouvement n'était pas tellement ça. Le document du manuel de surveillance des maladies de la faune sauvage, dans le cadre de l'approche Une seule santé validée par cette assise, est maintenant prêt à être opérationnel. À Sigiri, l'OIM vient de lancer un projet visant à améliorer la santé des populations dans les zones minières en Guinée. Ce projet pilote consacré aux migrants de cette zone aurifère rendra le système de santé plus performant. Kerno Maroufba. Sigiri, zone aurifère par excellence. Dans cette localité de la Haute-Guinée, l'extraction artisanale de l'or attire un grand nombre de migrants venant de la Guinée et d'autres pays de la sous-région. Dans ces zones, les maladies transmissibles surviennent et les communautés ont un accès limité aux infrastructures sociales de base telles que les établissements de santé. Face au phénomène, OIM Guinée lance le projet dénommé « Création d'un modèle de soins de santé pour les populations dans les zones minières en Haute-Guinée ». On est ici avec le ministère de Santé, notre partenaire clé, mais aussi avec l'acteur des mines dans la région de Sigiri pour vraiment travailler sur cette création d'un modèle pour améliorer et donner un accès à la santé aux populations qui sont là, populations qui viennent des autres pays, des pays voisins, mais aussi pour la population guinéenne qui travaille dans ce contexte. Ce projet pilote qui touche essentiellement 4 sous-préfectures de Sigiri vise à proposer un modèle de prestation de services de santé aux migrants de ces localités. Le ministère de la Santé, à travers la Direction nationale de la santé communautaire, sera sur le terrain pour la bonne marche du projet. Ce projet contribuera à coup sûr à accroître la détection et à élargir l'accès aux programmes d'intervention sanitaire essentiels parmi les migrants, les populations mobiles et les personnes difficiles à atteindre, afin de prévenir la propagation des maladies transmissibles prioritaires dans les zones minières. Financé par le Fonds de l'OIM pour le développement à hauteur de $100 000 US, ce projet aura une durée d'exécution de 12 mois. À l'enseignement technique, redynamisation de l'école normale des professeurs. Cette structure qui était à l'agonie est désormais active avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Une formation est présentement en cours. Elle permettra de révolutionner les méthodes de gestion des structures d'enseignement professionnel en Guinée. Kerno Ousmane Diallo.
La gestion des écoles d'enseignement technique et centres de formation professionnelle, un autre volet du vaste chantier de réforme dans le secteur de l'enseignement technique. Lors de sa tournée en région il y a de cela quelques mois, le chef de département avait relevé l'urgence de moderniser les normes de gestion pour redynamiser les établissements d'enseignement technique en général. Le processus est en marche et l'ANPET, l'école normale des professeurs d'enseignement technique et professionnel, fait de cela une priorité en formant un pool de formateurs sur les questions de gestion des écoles techniques. Le ministère a positionné de nouveaux gestionnaires d'établissements au sein de tout le réseau des centres de formation professionnelle de la République. Il est extrêmement important qu'on puisse leur donner des outils de gouvernance qui leur permettent de performer à la tête de leurs établissements. L'initiative est appuyée par le programme clé, programme canadien Leadership Éducation, financé par Affaires mondiales Canada. Tout d'abord, c'est un projet pilote. Alors l'équipe de formateurs que nous allons construire ici pendant le mois et demi qui nous appartient, eh bien, ces gens-là, par la suite, vont poursuivre la formation auprès des chefs d'établissement, vont l'améliorer, vont la développer et vont constituer des équipes, des communautés d'apprentissage au sein des chefs d'établissement. Vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas exiger d'un résultat de 16 ans 4 heures si on ne met pas la formation à leur disposition. Et je crois que l'ANPET s'inscrit dans ce sens-là et qui a bien voulu élaborer des modules de formation pour promouvoir la bonne gouvernance au niveau de nos institutions de formation. À l'issue de la formation, le programme en administration des établissements d'enseignement technique va être adapté aux nouvelles réalités, ce qui devrait concourir à l'atteinte des objectifs fixés dans la feuille de route du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Dans un autre registre, lutte contre les mutilations génitales féminines, plus de 200 millions de femmes dans le monde sont victimes de cette pratique et au moins 3 millions de filles courent le risque d'être mutilées chaque année. À la baie, la sensibilisation s'intensifie davantage. Sarafdine Diallo, Marouane Camara. Comment associer les hommes pour transformer les normes sociales et le genre afin de mettre fin au MGF? Une problématique autour de laquelle la région de l'Abbé, à l'instar des autres, célèbre la journée internationale tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines en différé. Les pratiques des mutilations génitales féminines constituent un fléau néfaste pour les jeunes filles, car exposées à toute forme de violence, de maladie, compromettant ainsi leur santé, leur intégrité physique et leur bien-être. Cette initiative est pilotée par l'inspection régionale à travers le ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables avec l'appui des partenaires qui contribuent à la création d'un environnement dans lequel les filles peuvent exercer leur droit de vivre à l'abri des MGF. L'organisation de ces genres de journées favorise à informer la communauté sur les conséquences de ces mutilations génitales féminines est une bonne chose. Surtout cette conférence d'aujourd'hui qui touchait les élèves maîtres qui vont être déployés dans les communautés. Les MGF qui sont des pratiques néfastes qui vont dans la santé de la femme. Ça nuit non seulement à sa santé mentale, physique, morale même, tout. Donc c'est pourquoi le ministère de la promotion féminine a décidé d'organiser cette journée pour lancer des séances de sensibilisation au niveau de toutes les couches. Donc nous souhaitons vraiment l'implication totale des hommes pour qu'il y ait zéro MGF en Guinée. Cet événement est ponctué par cette mobilisation sociale, une manière de sensibiliser sur les méfaits de l'excision. Dans le même registre, à Kindia, célébration différée de la journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines, une opportunité saisie par les jeunes et autorités pour faire le bilan, tout en décidant de continuer la sensibilisation et le plaidoyer auprès des ménages. Makale Souma. C'est une journée de réflexion, mais surtout de plaidoyer auprès des autorités et des communautés pour une meilleure promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines et des pratiques néfastes dans la région de Kindia. En se basant sur les différents résultats obtenus, le Parlement des enfants fait des recommandations. Aux autorités locales, appuyer les autorités communales et sous-préfectorales à faire la cartographie des acteurs évoluant dans le cadre de la lutte contre les VBG afin de renforcer la coordination et synergie d'action.
appuyer à plus le dynamisme des structures communautaires impliquées dans l'alerte des cas de VBG en les dotant des moyens logistiques et financiers. Nous sommes très heureux de les accompagner et aussi nous continuerons à faire la sensibilisation au niveau des femmes pour que cette pratique cesse. Les violences faites aux femmes et aux filles sont devenues une préoccupation mondiale. Selon les statistiques, plus de 200 millions de filles et de femmes ont subi dans le monde la pratique et 3 millions de filles courent le risque d'en être victimes. À Kindia, les actions sur le terrain, dont la sensibilisation et le plaidoyer, ont permis d'enregistrer des résultats qui rassurent la Fédération Mounanfani de Kindia et son partenaire Child Fund. C'est une thématique très sensible. Mais voilà, à travers des sensibilisations dans nos communautés, à travers le dispositif, le mécanisme installé au niveau de nos communautés, nous commençons à avoir des impacts. Ça ne reste que l'année passée, il y a eu 68 villages qui ont fait la déclaration publique à travers ce genre d'activités qu'on appelle des plaidoyers auprès de nos communautés. Le ministère de la Promotion féminine a mis à profit cette célébration pour fournir des outils informatiques pour ses services déconcentrés afin de faciliter la collecte, l'analyse et la remontée des informations relatives au VBG dans chacune des 5 directions préfectorales de la région de Kindia. Culture avec l'élection des membres du bureau exécutif de l'Union nationale des sculpteurs et antiquaires de Guinée. La nouvelle feuille de route permettra de préparer la relève en attirant de nouveaux talents vers cette corporation vieillissante. Fodé Camara. Tailler le bois ou autre matière pour faire jaillir des formes variées, tel est leur métier, un savoir-faire transmis de génération en génération. Aujourd'hui, pour professionnaliser leur corporation, les sculpteurs relancent leur union. Le bureau de l'Union nationale des sculpteurs et antiquaires de Guinée est reconstitué pour relever de nouveaux défis. Ce secteur regroupe 93 corps de métier, emploie environ 20% de la population active et fournit plus de 40% de la production manufacturière. Aujourd'hui, l'organisation de ce secteur, de la base au sommet, est l'une des préoccupations du ministère en charge de l'artisanat. Quand on dit aidez-nous, il faut d'abord avoir en nous des initiatives qui peuvent nous permettre d'inciter les autres à nous aider. Si nous ne sommes pas organisés, personne ne nous prendra au sérieux. C'est que le mal de notre pays, on a du mal à s'organiser. Conseiller national, représentant du secteur informel et petits métiers au Conseil national de la transition, Bangali Chérif, auparavant président des artisans du Jardin 2 octobre, est le nouveau président de l'Union nationale des sculpteurs et antiquaires de Guinée. Cet artisan dans l'âme a désormais sur les épaules la lourde responsabilité d'aider ces sculpteurs à sortir des sentiers battus. Le défi à relever, c'est à l'interne d'abord l'union. Il faut faire en sorte que les artisans, les sculpteurs et antiquaires se reconnaissent dans la sculpture et n'est-ce pas, dans le métier. Il faut qu'ils comprennent d'abord à l'interne. Vraiment, il faut tenir des différentes réunions de concertation. Il faut se donner des idées, comment valoriser le secteur. Et il faut leur montrer comment aller vers les autorités. En plus des sculpteurs, les antiquaires, des marchands d'objets d'art sont aussi membres de cette union. Une union qui a toujours bénéficié du soutien de la Fédération nationale des artisans de Guinée. Une fédération qui défend plus de 90 corps de métier. Chaque petit métier, s'il est noble, de le soutenir tel qu'il est pour que ces franges de la population-là puissent avoir leurs revenus sincères et normaux au lieu d'aller à la délinquance. Donc ce qui veut dire qu'il faut que le secteur soit intellectuel. L'Union nationale des sculpteurs et antiquaires de Guinée est mise sur pied en 2008. 15 ans après, les principaux défis gravitent autour de l'amélioration de la créativité pour que les œuvres d'art made in Guinée tiennent la dragée haute dans les foires à l'international. Ceci pour offrir des prix rémunérateurs aux sculpteurs.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. De mon côté, la joie fut immense de vous servir ce week-end. On se dit à très vite sur la RTG. Prenez soin de vous. Au revoir.